Chapitre 8. La communication interne. Alors maintenant que nous savons comment s'organise la structure d'une entreprise, que nous avons vu les notions d'organigramme, de fonction et de service, nous allons voir comment fonctionne la communication au sein d'une structure. Attention, dans ce chapitre, nous changeons de contexte professionnel. Vous venez d'être embauché comme serveur au sein du grand restaurant Le Cavalier Rouge à Vienne, sous la responsabilité de Monsieur Marty, maître d'hôtel. Le chef cuisinier est Monsieur Divon. En ce premier jour de travail, Madame Partien, la directrice de l'établissement, vous explique qu'elle accorde une grande importance à l'implication des salariés dans la vie de l'entreprise et que cet objectif ne peut être atteint sans une bonne communication interne. Donc, mettez de côté les contextes que nous avons vus précédemment. Maintenant, nous travaillons au restaurant qui s'appelle Le Cavalier Rouge. Donc, je vous conseille de faire déjà un petit organigramme. Donc, il faut repérer qui sont les acteurs de ce restaurant. Donc, nous avons Madame Partien, qui est la directrice de l'établissement. Donc, elle est au sommet de l'organigramme. Et ensuite, en dessous, nous avons deux acteurs identifiés qui sont Monsieur Marty, le maître d'hôtel, et Monsieur Divon, le chef cuisinier, qui sont donc au même niveau. Je vous conseille de rajouter ce petit organigramme quelque part à côté de votre feuille. 1. Découvrir les acteurs de la communication interne. Dans un premier temps, Madame Partien insiste sur le fait que tous les acteurs de l'entreprise sont concernés par la communication interne. Les acteurs de la communication interne. La communication interne regroupe l'ensemble des informations transmises au sein d'une entreprise. Ces informations s'échangent de trois façons. Nous commençons avec la façon ascendante. Le message est émis par un subordonné à destination d'un supérieur. Donc c'est un message qui va du bas vers le haut. L'information de façon descendante. C'est un message émis par un supérieur à destination d'un subordonné. Donc, il va du haut vers le bas. Et enfin, la façon horizontale, c'est un message qui circule entre services ou employés. Donc, entre des gens qui sont au même niveau. Les rôles sont nombreux et varient en fonction du sens de la communication. Pour la communication ascendante, cela peut être de rendre compte à son responsable ou bien de recueillir des consignes de travail. Pour la communication descendante, les rôles peuvent être d'exposer des résultats, expliquer une nouvelle orientation, motiver les salariés ou bien donner des consignes. Et enfin, une communication horizontale a pour rôle d'échanger dans le cadre d'un travail commun ou bien simplement de demander des informations. Exercice. Indiquez pour chacune des situations ci-dessous, observées au Cavalier Rouge, le sens de la communication et son rôle. Première situation, Madame Partien dit « Monsieur Marty, je souhaite mettre en place une soirée à thème par semaine. Merci de me faire des suggestions. » Situation numéro 2. Monsieur Marty s'adresse à Madame Partien. Madame Partien, nous venons de recevoir la facture du nouveau four. Situation numéro 3. Monsieur Divon s'adresse à Monsieur Marty. Monsieur Marty, pouvons-nous nous parler un instant de la soirée à thème de la semaine prochaine afin de nous mettre d'accord? Allez, vous avez quelques minutes pour faire l'exercice.
Correction de l'exercice. Dans la situation numéro 1, c'est donc Madame Partien, qui est la directrice de l'établissement, qui s'adresse à Monsieur Marty. Le sens est donc du supérieur vers un subordonné, donc c'est du haut vers le bas. Donc nous sommes dans un sens descendant. Quel était le rôle? Alors il peut y en avoir deux. Il peut y avoir l'explication d'une nouvelle orientation, parce qu'elle souhaite mettre en place des soirées à thème. Maintenant, elle demande également à Monsieur Marty de faire des suggestions, des propositions justement de soirées. Donc implicitement, elle donne quand même des consignes à Monsieur Marty, puisque elle attend en retour que Monsieur Marty lui propose des suggestions. Donc ce n'est pas donné comme un ordre strict, mais tout de même, elle attend un retour de la part de son subordonné qui devra lui rendre compte du travail qu'il aurait effectué en cherchant les propositions de soirée à thème. Situation numéro 2. Monsieur Marty qui s'adresse à Madame Partien. On est donc dans un sens d'un subordonné vers son supérieur. On est donc dans un sens ascendant, c'est-à-dire du bas vers le haut. Donc Monsieur Marty vient de recevoir une facture qu'il adresse à sa directrice, donc on est dans le rôle de rendre compte à son responsable. Très certainement, Madame Partien a commandé le four, elle a validé son achat, mais Monsieur Marty donc était responsable de cela avec le fournisseur et il lui transmet donc le document financier afin que Madame Partien puisse effectuer le règlement. Situation numéro 3. Donc, Monsieur Divion et Monsieur Marty discutent entre eux. Donc, on l'a vu dans l'organigramme, ils sont au même niveau. Nous sommes donc dans une communication horizontale. Le rôle est donc d'échanger dans le cadre d'un travail commun, puisqu'ils doivent se mettre d'accord tous les deux sur le thème de la soirée pour la semaine prochaine. 2. Découvrir les enjeux de la communication interne. Quelques jours après votre arrivée, vous êtes convoqué par Madame Partien à une réunion en compagnie de Laura, une nouvelle serveuse. Les enjeux de la communication interne. Toute communication est porteuse d'enjeux pour les acteurs en présence. Les enjeux sont les objectifs recherchés par les acteurs. Par exemple, l'enjeu d'une réunion au cours de laquelle le directeur d'un restaurant félicitera ses collaborateurs pour le bon déroulement d'un banquet organisé la veille sera de motiver son équipe. Au cours de la réunion avec Madame Partien, celle-ci vous présente le restaurant et vous explique ce qu'elle attend de vous. Je tiens à vous souhaiter à tous les deux la bienvenue au Cavalier Rouge. Comme vous le savez, notre établissement est très réputé. C'est pourquoi vous devez réaliser un service irréprochable et faire preuve d'un grand professionnalisme afin de satisfaire notre clientèle. Exercice. Analysez cette situation de communication en complétant les éléments ci-dessous. Qui est l'émetteur du message? Quel est le message? À qui est-il destiné? Quel est l'enjeu de cette réunion pour Madame Partien? Vous avez quelques minutes. Alors il suffit de bien regarder l'illustration, l'émetteur du message, c'est donc Madame Partien. C'est bien ce qu'on nous dit en introduction de cette illustration. Quel est le message? Il s'agit à la fois d'un message de bienvenue, mais également de présenter l'établissement et notamment sa réputation.
À qui est-il destiné? Donc il est destiné aux deux personnes que l'on voit dans l'illustration, mais qui sont précisément ces deux personnes? Eh bien, vous le voyez au tout début du chapitre qu'il y a une personne qui s'appelle Laura, qui est une nouvelle serveuse, et l'autre personne, c'est vous, puisque vous venez d'être embauché au Cavalier Rouge et vous dépendez de Monsieur Marty, le maître d'hôtel. Le message est destiné à vous et à Laura. L'enjeu de cette réunion est d'insister sur le professionnalisme avec lequel les deux serveurs doivent faire preuve afin de satisfaire leur clientèle. Le Cavalier Rouge a déjà une très bonne réputation et il ne faudrait pas qu'elle diminue à cause d'un manque de professionnalisme, car cela peut être très dommageable et l'établissement pourrait perdre des clients si jamais les serveurs ne sont pas irréprochables. Donc il est très important, lorsque les nouveaux employés intègrent le restaurant, qu'ils comprennent quels sont les enjeux et l'importance de fournir un travail professionnel. À l'issue de cette réunion, l'un de vos collègues vous confirme l'importance d'une bonne communication interne et vous donne un exemple. Lisons la petite note. Il y a quelques jours, j'ai pris la commande d'une table sans la noter car je n'avais plus de bons dans mon carnet de commandes. Je l'ai transmise oralement en cuisine. Le cuisinier m'a mal compris et c'est un mauvais plat qui est arrivé sur la table. Quelles peuvent être les conséquences de cette erreur? Comment aurait-elle pu être évitée? Vous avez quelques minutes. Alors, les conséquences de cette erreur, on le voit dans la note, il y a donc déjà un mauvais plat qui est arrivé. La première conséquence, c'est que le client ne va pas être satisfait. Évidemment, il a commandé un plat, on lui en sert un autre, donc c'est clairement un manque de professionnalisme. Après, il peut y avoir effectivement des cas un peu plus graves, comme certains l'ont indiqué dans leur copie. Il peut être éventuellement allergique à certains ingrédients dans le plat. Donc si jamais ça n'aurait quand même pas dérangé de déguster le plat qu'on lui aurait servi, peut-être qu'il aurait pu faire de mauvaises réactions. Donc ça aurait pu être encore plus dommageable, puisque peut-être on aurait pu aller jusqu'à l'hospitalisation. Mais quoi qu'il en soit, le fait de servir un plat qui n'est pas conforme à ce qui a été commandé est vraiment un grand manque de professionnalisme, et donc le risque principal, c'est donc d'avoir un client mécontent, de perdre le client, et qu'ensuite ce client mécontent puisse nuire à la réputation de l'établissement avec le bouche à oreille, avec les réseaux sociaux. Comment est-ce que l'erreur aurait pu être évitée? Alors là, il y avait plusieurs solutions possibles. Certains d'entre vous ont dit qu'il fallait qu'il vérifie son matériel afin que son carnet de bons de commande soit complet. Effectivement, il aurait pu également emprunter des bons à un autre serveur si c'était le cas. Il aurait pu noter sur son téléphone, si c'est autorisé pendant le service. Il aurait peut-être pu aussi noter sur un autre bout de papier, mais en tout cas, il aurait fallu qu'il y ait une consigne écrite au niveau de la cuisine, afin que justement en cuisine, il ne se trompe pas. Comment assurer une communication efficace? Une bonne communication interne, c'est une communication qui arrive à temps, qui est exacte et complète. Cela permet d'éviter les rumeurs qui peuvent souvent se révéler dangereuses et créer une mauvaise dynamique. Exercice. En vous rendant dans les cuisines du restaurant, vous entendez la conversation suivante. Luigi m'a dit que des licenciements se préparent. Tu en as entendu parler? J'ai cru comprendre que c'est Marc, l'apprenti cuisinier qui va partir, mais je n'en suis pas certaine. Et si c'était l'un de nous?
Question. Indiquez dans quel état d'esprit se trouvent vos collègues et les conséquences possibles sur leur travail. Et que peut faire Madame Partien pour stopper cette rumeur? Et répondez et nous ferons la correction à la prochaine séance. « 3. Découvrir les canaux et les supports de la communication interne. Convaincu de l'utilité de la communication interne, vous vous posez maintenant la question de savoir par quels moyens elle peut être mise en œuvre. Alors nous allons faire un petit rappel avec le schéma que nous avons vu en tout début d'année. Donc ce schéma vous l'avez déjà, vous le connaissez, donc nous avons un émetteur et un récepteur, et pour transmettre un message, nous devons utiliser un code, qui peut être donc l'écrit, l'oral ou de la gestuelle, et un canal, face-à-face téléphonique ou bien courrier. Exercice. Choisir le support de transmission le plus adapté. Madame Partien veut informer l'ensemble des salariés du restaurant d'un changement dans les horaires d'ouverture et de fermeture. Indiquez s'il faut privilégier une note de service, le téléphone ou un entretien individuel, et vous n'oublierez pas de justifier votre réponse. Madame Partien souhaite recadrer un salarié qui s'est montré impoli envers des collègues. Vous devez choisir entre une note de service, le téléphone, un entretien individuel, et vous n'oublierez pas de justifier votre réponse. Nous corrigerons cela la prochaine fois. « 4. Découvrir la communication interne écrite. Afin de vous familiariser avec certains supports de communication interne utilisés au sein du restaurant, Madame Partien vous remet 3 documents. Une note de service, une note d'information et un compte-rendu. La note d'information. Elle peut provenir d'un supérieur hiérarchique, mais également d'un subordonné ou d'un collègue. Les phrases doivent être courtes, correctes au niveau de la syntaxe et le vocabulaire simple. Un seul sujet est abordé. La note peut être transmise aux intéressés ou affichée. La note de service. Elle provient toujours d'un supérieur hiérarchique. Elle a pour objectif de transmettre un ordre. Le style sera donc impersonnel, l'emploi des « je »,« vous »,« nous » étant à éviter. Les phrases sont courtes, bien construites et le vocabulaire clair. La note ne contient ni titre de civilité, c'est-à-dire monsieur ou madame, ni formule de politesse. Exercice. Retrouvez les différentes parties de ces documents et placez les numéros dans les cases. Donc en 1, titre du document, 2, l'objet, 3, l'émetteur, 4, le contenu et 5, le récepteur. C'est à vous. Maintenant que vous avez rempli les numéros, analysez ces 2 documents en complétant le tableau ci-dessous. Vous avez donc 2 lignes à la fois pour la note d'information et la note de service. Vous indiquerez ensuite l'émetteur, le contenu du message, le récepteur et l'objectif du message. C'est à vous et nous corrigerons à la prochaine séance. Le compte-rendu. Un compte-rendu est la transmission de faits ou de propos tenus lors d'une réunion ou d'une manifestation par une personne qui a vu ou qui a assisté à l'événement.
le rédacteur n'expose pas ses idées personnelles et rédige sur un mode impersonnel. Madame Partien vous a offert la possibilité de vous rendre au CIRA, Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, avec le chef cuisinier M. Divon. Afin de savoir si cette participation est intéressante et vaut la peine d'être renouvelée, elle lui a demandé de rédiger un compte-rendu. De M. Divon à Madame Partien. Date 28 février 2021. Compte-rendu. Objet CIRA. Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation s'est tenu à Lyon le week-end des 22 et 23 janvier. Ce salon est réservé aux professionnels. Il permet de découvrir de nouveaux produits. Cette année, le pinot noirien de l'Afrique du Sud était à l'honneur. De rencontrer des producteurs comme la Maison Masse et son excellent foie gras, fournisseur de tous les restaurants 3 étoiles du guide rouge Michelin. De se documenter. Une bibliothèque œnologique était mise à disposition afin de faciliter les comparaisons entre les vins provenant de différents producteurs. De faire des dégustations. L'accent a été mis sur le café. De se mettre à jour sur les fluctuations du marché du travail. Pénurie de main-d'œuvre continue à se faire sentir dans le domaine de la restauration. De rencontrer de grands chefs étoilés venus du monde entier. D'assister aux différents concours professionnels et de partager des recettes. Exercice. Étudiez le document et complétez les éléments ci-dessous. L'émetteur, le récepteur et l'objet. Monsieur Divon a-t-il respecté les règles de rédaction d'un compte-rendu? N'oubliez pas de justifier votre réponse. Pourquoi Madame Partien lui a-t-elle demandé un compte-rendu de ce salon? À la place de Madame Partien, quelle décision prendriez-vous pour les prochains CIRA? Justifiez votre réponse. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de réponse fausse, tant que vous la justifiez bien. 5. Découvrir les attitudes et les techniques facteurs d'une communication efficace. Dans le cadre d'une situation de communication, l'émetteur comme le récepteur doivent se soucier de l'efficacité de celle-ci. Madame Partien vous explique qu'il existe des attitudes et des techniques favorables à une bonne communication, qu'elle vous incite à adopter. Les attitudes et techniques, facteurs d'une communication efficace pour l'émetteur. Lors d'une communication, l'émetteur doit s'assurer que celle-ci se réalise à un moment et dans un lieu favorable et adapté. Par exemple, il sera peu efficace de parler à son supérieur de ses conditions de travail sans avoir pris rendez-vous et alors qu'il est lui-même débordé. De même, une telle discussion doit se tenir dans un lieu adapté, comme le bureau du supérieur, et non pas dans un couloir ou un lieu bruyant. Par ailleurs, le message doit être exprimé en des termes simples, clairs et précis, compréhensibles par tous. Enfin, il est nécessaire de vérifier la compréhension de l'interlocuteur, par exemple en lui demandant de reformuler. Exercice. Madame Partien vous remet la note de service numéro 17 interdisant le port de bague pendant le service pour des raisons d'hygiène. Il est 11 heures et elle vous demande de l'afficher dans le vestiaire des serveuses avant le service du midi. Les serveuses sont déjà en tenue et sont occupées à dresser les tables. À qui s'adresse cette note de service et quel est son contenu? Pourquoi Madame Partien a-t-elle décidé d'afficher cette note de service dans le vestiaire des serveuses? Est-ce un lieu adapté? N'oubliez pas de justifier votre réponse. Le moment est-il bien choisi pour afficher cette note de service? Pourquoi? La note de service ne précise pas pourquoi Madame Partien impose cette règle. Quel en serait pourtant l'intérêt? Reformulez la note de service de façon plus précise. C'est à vous, et nous corrigerons à la prochaine séance. Madame Partien vous convie, avec d'autres collègues, à réfléchir à la mise en place de soirées à thème. En début de réunion, elle informe les participants qu'elle espère des échanges francs, nombreux et constructifs
qui permettront la prise de décision. L'écoute active. L'écoute active est une technique qui permet de recueillir l'information la plus complète possible dans une relation de confiance entre l'émetteur et le récepteur. Les outils de l'écoute active sont le questionnement, qui permet de préciser, de clarifier et d'approfondir, la reformulation, qui indique que ce qui a été dit a bien été compris, la synthèse, qui met en valeur les idées, les décisions prises. Exercice. Identifiez dans les interventions de M. Marty le questionnement, la reformulation et la synthèse. Première intervention. Nous mettrons donc en place, pour 15 € le 10 de chaque mois, une soirée à thème avec publicité dans le journal local. Deuxième situation. Dans quel journal voulez-vous en faire la publicité? Troisième intervention. Si j'ai bien compris, le prix de ces soirées s'élèvera donc à 15 €. C'est à vous, nous corrigerons à la prochaine séance. Les attitudes et techniques facteurs d'une communication efficace pour le récepteur. Pour être efficace, la technique de l'écoute active nécessite également des attitudes particulières de la part du récepteur, comme la disponibilité, se concentrer sur le sujet de la communication, le respect de la parole de l'autre, ne pas interrompre celui qui parle, la manifestation de signes d'intérêt, approuvés par des signes de tête, l'acceptation des idées des autres. Exercice. Cochez là où les attitudes qui font défaut aux interlocuteurs ci-dessous pour être dans une attitude d'écoute active vis-à-vis de Madame Partien. Premier interlocuteur, bla 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 bla. Le deuxième, je vous arrête, cette idée est ridicule. Troisième personnage, que c'est long. Pour chacun d'entre eux, cochez donc les attitudes qui font défaut parmi respecter la parole de l'autre, adopter une attitude physique de disponibilité, donner de nombreux signes d'intérêt, accepter les idées de l'autre. C'est à vous, nous corrigerons à la prochaine séance. « 6. Découvrir les limites de la liberté d'expression. Vous êtes maintenant familiarisé avec la communication au sein du restaurant. Toutefois, vous vous demandez si tout peut être dit ou écrit. La liberté d'expression et ses limites. Tout salarié bénéficie d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de son travail. Article L2281-1 du Code du travail. Ce droit s'exprime par l'affichage d'informations, la participation à des réunions, les revendications. Toutefois, il ne faut pas abuser de cette liberté d'expression. Des propos injurieux, des menaces, des divulgations d'informations peuvent conduire au licenciement. Il en va de même pour l'employeur, qui doit également éviter toute attitude ou tout propos diffamant, discriminatoire, violent, etc., qui serait susceptible de le faire condamner. Exercice. Étudiez les situations ci-dessous et complétez le tableau en remplissant les faits reprochés d'une part, puis les conséquences d'autre part. Première situation. À l'occasion d'un différend avec son employeur sur ses horaires de travail, un salarié a adressé à des partenaires de la société une copie d'une lettre dans laquelle il énumère les manquements de l'employeur à ses obligations. Cette communication, qui porte tort à la réputation de l'entreprise, a présenté, pour la justice, un caractère abusif et justifie un licenciement. Situation numéro 2. 3 salariés dénigrent leur supérieur sur Facebook. Critiquer sa hiérarchie sur un réseau social est, pour la justice, un motif de licenciement fondé. Troisième situation. La justice condamne pour harcèlement moral
un employeur qui a tenu de façon répétée des propos racistes envers l'un de ses salariés. Maintenant, vous êtes témoin de l'échange suivant entre Monsieur Marty et un serveur. Allez, allez, il faut accélérer le service, hop hop hop. Espèce de... Tu vois pas que je suis débordé? Attends ce soir à la fermeture. En quoi ce serveur a-t-il dépassé les limites de la liberté d'expression? Que risque-t-il? Reformulez la réponse du serveur en restant dans les limites de la liberté d'expression.